Voilà. Donc, j'ai encore des problèmes techniques avec cette présentation, donc le temps que ça se règle. Donc, j'ai partagé avec vous deux documents. Le premier, donc, je l'ai intitulé l'essentiel des probabilités. Donc, je vais vous donner les éléments clés qu'il faut savoir, qu'il faut connaître pour pouvoir résoudre certains exercices de probabilité. Le deuxième document, donc, dans ce document, donc, on va voir, donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on appelle la théorie des ensembles, je vous présenterai rapidement ce qu'on appelle l'analyse combinatoire, ou bien le dénombrement. Et par la suite, vous avez certains exercices corrigés très simples. Donc, pour appliquer donc l'analyse combinatoire et la théorie des ensembles. Ici, par la suite, vous avez, à partir de la page 7, vous avez des exercices de probabilité. Mais nous, en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre les bases des probabilités et passer directement à la résolution des examens des années précédentes. Donc là, en fait, il s'agit des examens du professeur Charqaoui, parce que j'assure CTD. Donc, vous avez donc là dans un document correction des examens de probabilité. Là, vous avez une synthèse, vous avez les preuves de l'année universitaire 2012-2013, 2013-2014, 2014. Donc, en fait, je n'ai pas tous les examens, mais j'ai un certain nombre d'examens avec donc la correction. Donc, ce que nous allons faire, donc nous allons reprendre certains exercices qui se répètent, qui reviennent à chaque fois, et on va essayer de comprendre comment les résoudre, parce qu'on ne pourra pas faire mieux que ça. Ça fait? Ça, c'est pour la méthode, comment on va fonctionner. Donc, première chose, on va essayer de comprendre la base des probabilités. On va résoudre quelques exercices simples, rapidement, et on passera à la résolution des examens des années précédentes. Et tout ceci sera partagé par la suite sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Deuxième chose, puisqu'en fait, il nous reste à peine un mois et une semaine environ, parce que les cours doivent s'arrêter le 12 juin. Que diriez-vous de faire deux séances par semaine? Donc, une séance jeudi de 10h à midi et une autre séance mardi de 10h à midi. Est-ce que cela vous convient? Bien, parce que sinon, en fait, on va pas faire grand-chose. Donc, le seul choix qu'il nous reste, c'est de faire 2 séances par semaine pour pouvoir aller un peu plus vite et résoudre le maximum d'exercices. Ça fait? D'accord, donc je vais par la suite, je vais modifier, je vais reparamétrer la réunion, donc j'espère que le lien ne va pas changer. Dans tous les cas, donc pour toute information, visitez ma page Facebook s'il y a du nouveau. Donc je vais essayer de reprogrammer la réunion et prévoir 2 séances par semaine, mardi et jeudi. Comme ça, en fait, on prendra notre temps et on expliquera les difficultés, en fait, à tête reposée doucement. Bien. Donc maintenant, avant de commencer, puisque vous n'avez jamais fait de probabilité jusqu'à l'instant, donc on va prendre un exemple. On va prendre un exemple et faire une comparaison entre la statistique et les probabilités. Donc, je vais prendre un petit tableau, donc on va dire un tableau noir ou un tableau blanc. Donc, durant le premier semestre, vous avez étudié, à distance, un cours de statistique descriptive. Donc, je vais écrire ici, donc, on va faire une comparaison en quelque sorte, parce qu'il y a un lien très, très étroit entre la statistique descriptive et les probabilités. Donc, ici, je vais écrire statistique descriptive. Voilà, donc ici, en fait, on va
statistiques descriptives. Vous arrivez à lire ou non? Descriptives. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un petit exemple de statistiques descriptives à gauche et on va essayer de voir comment passer de la statistique aux probabilités. Probabilité, et probabilité, c'est au pluriel. Donc, en fait, les probabilités, nous sommes en train d'étudier les probabilités. Donc, prenons un exemple. On va considérer un dé. Un dé اللي هو نرد. كتعرفوا شنو هو النرد؟ Un dé équilibré, donc qui contient, donc on va essayer de voir, donc je vous montre directement un exemple sur donc, Google Images. Voici à quoi ressemble un dé. Donc une nerd. Ça fait? Donc un dé, il a combien de faces? شحال عنده من وجه؟ ما كنسمعكمش مزيان. شكون اللي؟ Voilà, 6. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser pour l'instant les outils de la statistique descriptive pour décrire les phases de ce dé. Parce que le dé, maintenant, on suppose qu'on l'observe. On l'a en face de nous. Donc, le dé, on l'observe. Voilà. Donc, la première phase, donc on va noter XI. On va noter XI, le numéro de la face du dé. Donc, quelles sont les valeurs de XI? Donc, j'ai la face numéro 1, j'ai la face numéro 2, la face numéro 3, la face numéro 4, la face numéro 5 et la face numéro 6. Ça fait? Maintenant, on va chercher leurs effectifs. On va chercher les effectifs. On va décrire le dé et on va chercher les effectifs. J'ai combien sur mon dé? On suppose que j'ai un dé normal équilibré. J'ai combien de faces qui portent le numéro 1? Donc, on va chercher les effectifs. NI. J'ai combien de faces? Une seule. J'ai une seule face. Et j'ai combien de faces qui portent le nombre 2? Une seule. Une seule. Et en fait, chaque nombre n'apparaît qu'une seule fois, donc j'ai le même effectif partout. Quel est donc l'effectif total ici? 6. L'effectif total, c'est 6. Et donc maintenant, on va passer, une fois que nous avons l'effectif et l'effectif total, donc ici on va noter n égale à 6, on peut calculer des fréquences. Ça fait? Donc, quelle est la fréquence du numéro 1, de la face 1? Comment on calcule une fréquence? L'effectif sur l'effectif total. Voilà. Donc 1 sur 6. Voilà. Donc, la fréquence du nombre 1, c'est 1/6. Et la fréquence du numéro 2, c'est également 1/6. Et donc, on a 1/6 partout. Ça, ce sont des fréquences. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Et quelle est la somme de ces fréquences? Donc, on a une somme égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Donc, j'ai mon dé, je l'observe, il est en face de moi. Donc, je l'ai ici, regardez, c'est mon dé. Et maintenant, nous sommes en train de le décrire, de décrire ses faces. Et pour le décrire, on va utiliser les outils de la statistique descriptive que vous avez appris au semestre 1. Et donc là, je viens d'établir un petit tableau, un tableau statistique qui me donne les modalités, les effectifs et les fréquences. Maintenant, en fait, parce que j'observe le dé, j'ai pu le décrire. Maintenant, on va passer au côté des probabilités lorsqu'on va rien observer. Supposons que on va faire ce qu'on appelle des expériences aléatoires. On va lancer un dé. Quelle est la face qu'il va apparaître. Avant l'expérience, avant de faire cette expérience, avant de lancer le dé,
est-ce que vous avez une idée précise, je dis bien précise, sur le résultat de l'expérience avant de lancer le dé? quand même نسترميو هذا النرد واش نتوما عارفين النتيجة مسبقا؟ Non, monsieur. Non. ما عارفينش. Donc, mais ce que vous savez, c'est que, en fait, on va d'abord citer les différentes possibilités. Quelles sont les possibilités que l'on peut avoir? شنو هما الإمكانيات اللي يمكننا نحصلوا عليهم؟ En fait, 1, 2, 3, 4. voilà. Donc, en fait, la première possibilité, en fait, on peut, par exemple, lancer un dé et obtenir la face numéro 1. Ou bien la face numéro 2. Une autre possibilité, c'est la face numéro 3. Une face numéro 4. Ou bien la face numéro 5, ou bien la face numéro 6. Donc, on va appeler les XI ces possibilités. Ça fait? Maintenant, vous connaissez déjà vous avez déjà quelques éléments de probabilité. Donc, quelle est la chance, donc pour ne pas utiliser le terme probabilité, quelle est la chance de tomber sur la face numéro 1? Une chance sur 6. Voilà, très bien. Donc, en fait, vous avez une chance sur 6 d'obtenir le numéro 1. Parce que vous avez 6 possibilités, et parmi les 6, il n'y a qu'une seule qui porte le numéro 1. Donc, finalement, vous avez une chance sur les 6. Et pareil, quelle est la chance d'obtenir le nombre 2? Pareil, une chance sur 6. Pareil, donc en fait, une chance sur 6. Donc vous aurez, pour toutes les possibilités, vous avez une chance sur 6. Et si vous faites la somme, donc de toutes ces chances, en fait, vous allez obtenir 1. En fait, une chance, ça c'est un terme un peu général. Mais ici, en fait, il s'agit plutôt d'une probabilité. Donc on va la noter. Probabilité d'obtenir XI. Ça fait? Donc, est-ce que vous remarquez une ressemblance entre la partie gauche qui est la statistique descriptive et la partie droite qui concerne les probabilités? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Les fréquences et les probabilités. Donc voilà, en fait, vous avez les fréquences en statistique. En fait, leurs équivalents en probabilité, ce sont des probabilités. Vous avez exactement les mêmes valeurs. En fait, la seule différence entre la statistique et les probabilités, en fait, je ne dirais pas la seule, mais la différence majeure, la différence majeure entre la statistique descriptive et les probabilités, c'est que quand on est en statistique, on observe le phénomène que nous sommes en train d'étudier. Ça fait, donc, on est certain de ce que l'on observe. Donc, on est certain. Donc, lorsqu'il s'agit de la statistique descriptive, on parle de certitude. Certitude. Donc, certitude. Vous avez ici un dé, je l'observe, je suis certain que j'ai observé le nombre 1 une seule fois. Et je suis certain que j'ai observé le nombre 2 une seule fois sur la face de ce dé. Ça fait une forme al-qadiyya. Maintenant, en probabilité, je vais observer la face numéro 1. Donc, je vais faire une expérience. Je vais lancer un dé. J'ai plusieurs possibilités qui vont de 1 jusqu'à 6. Et parmi ces possibilités, je peux, par exemple, lorsqu'on va lancer un dé, obtenir le 1. Mais est-ce que je suis certain que je vais obtenir le 1? Non. Non. Donc, la différence majeure, c'est qu'en probabilité, on parle d'incertitude. Shik. Donc, d'incertitude. Qui est le contraire de la certitude. Donc, maintenant, le passage de ce que vous avez appris en statistique descriptive, parce que vous avez appris par exemple la notion de moyenne, on vous a parlé de variance en statistique descriptive. En fait, en probabilité,
L'équivalent de la moyenne, c'est ce que nous allons appeler espérance mathématique. Et l'équivalent de la variance, c'est également une variance en probabilité. Ce qu'on appelle une covariance en statistique, c'est toujours une covariance en probabilité. Donc finalement, on a les mêmes outils et il y a un point de passage. Donc je vais passer à la suite. On va, par exemple, donc je vais écrire ici, ce que nous avons appelé moyenne arithmétique en statistique descriptive, on va l'appeler espérance mathématique en probabilité. On va l'appeler espérance mathématique. Ça fait? Donc, ce que nous avons appelé variance en statistique descriptive, en fait, on va encore l'appeler variance en probabilité. Mais la méthode de calcul, la formule, va légèrement changer. Ça fait? Donc, nous allons voir comment passer. Donc, je vais même vous l'écrire maintenant. Donc, le passage de la statistique vers la probabilité et de la probabilité vers la statistique, donc le point de rencontre ou bien le point de transition, ça fait? C'est que tout ce qui est, donc là j'ai écrit en vert, donc tout ce qui est fréquence en statistique descriptive, il va devenir probabilité en probabilité. C'est ce passage qui va nous permettre de passer de la moyenne vers l'espérance, de la variance en statistique vers la variance vers la probabilité, etc. Ça fait, vous avez déjà compris cette première étape. Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Donc voilà, donc je vais résumer. Donc ce que nous allons apprendre maintenant, ce que nous allons étudier, ce sont des probabilités. Ça fait? Vous avez déjà appris au premier semestre un cours de statistique descriptive. Quand on dit descriptive, wasafa, on va décrire quelque chose. Et quand on décrit quelque chose, il faut l'observer. Et je dois l'observer avec certitude. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai déjà le premier mot, la certitude. Lorsqu'on est en statistique descriptive, on est certain. Mais lorsqu'on ne peut pas observer, donc on est incertain, on doit passer aux probabilités. Comment passer de la statistique à la probabilité et le contraire? On vient de voir sur cet exemple que l'équivalent de la fréquence en statistique descriptive est appelé probabilité en probabilité. Ça fait? Mais maintenant, rapidement, voyons comment passer de la moyenne arithmétique à l'espérance mathématique. Ça fait? Donc, ce que nous allons faire, rappelons la formule de la moyenne arithmétique. Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? Comment c'est? La somme des xi sur n. Attention. Donc, la moyenne arithmétique xi, la moyenne arithmétique de x, en fait, c'est 1 divisé par l'effectif total, la somme sur i qui va de 1 jusqu'à k par exemple, de ni xi. Ça fait? Est-ce que vous vous rappelez tous de cette formule? Oui. Voilà, donc pour ceux qui ont appris la probabilité avec moi, donc il y a la statistique avec moi, donc ou bien avec d'autres collègues, on sait bien que le 1 sur n, c'est une constante qui ne dépend pas de l'indice i, je peux la mettre à l'intérieur. Donc le 1 sur n, on peut le mettre à l'intérieur de la somme. Et donc cette formule, elle va devenir, donc on peut écrire ici, ça c'est la même chose que écrire la somme sur i qui va de 1, en fait ici on va dire k, je n'ai pas assez de place pour écrire k, ni divisé par n xi. Est-ce que vous êtes tous d'accord?
Donc en fait, le 1 sur n que j'ai ici, je l'ai simplement mis à l'intérieur de sigma. Et donc maintenant, j'ai écrit la somme sur i. Donc de ni divisé par n. C'est comme si j'avais en fait le 1 sur n multiplié par ni, c'est égal à ni sur n, multiplié par xi. Ça fait? Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Ni divisé par n. Fréquence. Très bien. Donc en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle, ici c'est simplement une fréquence. Et donc, que devient la moyenne arithmétique? C'est la somme sur i des fréquences i Fois fois X. xi. Ça fait? Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit qu'en statistique, là j'ai la moyenne arithmétique, c'est en statistique descriptive, et j'ai une fréquence parce que je suis en statistique descriptive. Supposons que maintenant je veux passer, on va passer aux probabilités. Donc je vais reprendre la dernière formule et je vais remplacer simplement, donc je vais garder la somme sur i et je vais remplacer la fréquence fi par son équivalent qui est la probabilité de xi. Et bien sûr, en fait, il ne faut pas oublier de multiplier par xi. Ça fait? En fait, ici, on a une autre formule de la moyenne arithmétique, sauf que au lieu d'écrire une fréquence, j'ai écrit une probabilité parce que je suis en probabilité. Et donc là, j'obtiens la formule de l'espérance mathématique de x. Ça fait une sorte de Est-ce que cette relation est claire? Donc voilà en fait le passage de la statistique aux probabilités. Donc toutes les formules de la statistique, on peut les retrouver en probabilité simplement en remplaçant les fréquences par les probabilités. On va voir d'autres formules, mais rapidement, puisque vous avez compris ce passage. Donc, si je reprends la variance, si j'écris la formule de la variance en statistique descriptive, donc on va écrire la variance de x. Donc, la formule, c'est 1 divisé par n, somme sur i, l'effectif ni, facteur de xi moins x bar au carré. Donc ça, c'est la formule de la variance en statistique descriptive. Donc vous voyez bien que je peux faire comme précédemment. Le 1 sur n, je peux l'entrer dans la somme, il devient ni sur n. Ça devient une fréquence. Et donc la variance, je peux l'écrire. La somme sur i, la fréquence, parce que j'aurai ni sur n, multiplié par xi moins x bar au carré. Ça fait le passage. Voici donc une autre formule de la variance, mais en statistique descriptive. Si je veux maintenant passer à la variance en probabilité, en fait, il suffit donc de transformer encore plus la variance, mais l'essentiel, c'est de comprendre que à chaque fois que j'ai une relation en statistique descriptive qui s'écrit N1 somme des NI, je peux l'écrire sous forme de FI, et FI, je peux la remplacer par une probabilité pour retrouver la formule en probabilité. Ça fait? Donc ici, en fait, la variance, normalement en probabilité, elle s'écrit en probabilité, je vais l'écrire en vert. Normalement, si vous poursuivez cette logique, vous allez trouver la variance de x est égale à l'espérance de x moins l'espérance
en fait, l'espérance au carré de x moins, pardon, donc c'est une formule qui est plus simple. De toute façon, on va retourner à ces formules par la suite. Donc c'est égal à espérance de x au carré moins espérance au carré de x. Donc on va retrouver cette formule par la suite. Ça fait donc en fait, quelle était l'idée? C'est lorsqu'on est en statistique descriptive, on parle de fréquence, son équivalent en probabilité, on les appelle probabilités, et lorsque dans les formules de la statistique, on remplace les fréquences par les probabilités, on retrouve les formules des probabilités. Et là, j'ai pris juste un exemple du passage entre la moyenne arithmétique et l'espérance mathématique, et un début de passage, c'est-à-dire de la variance en statistique descriptive vers la variance en probabilité. Ça fait فهمت دابا هاد القضية هادي؟ فهمنا هاد القضية هادي؟ Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la suite? Je n'ai pas bien compris la dernière. La variante. La variance. Ce passage n'est pas trop clair, je sais pour l'instant. Attendez, donc on va écrire la variance d'une autre manière. C'est comme la variance, un passage plus simple. Vous savez que la variance en statistique descriptive, on peut l'écrire d'une autre manière. Donc, on sait qu'en statistique descriptive, la variance de x, en fait, elle s'écrit 1 sur n, somme sur i, ni, xi, moins x bar au carré, et on peut aussi l'écrire x au carré bar, moins x bar au carré. Ça fait? Donc en fait, x bar, ça veut dire une moyenne arithmétique. Donc ça, c'est en statistique descriptive. Maintenant, en probabilité, si je veux transposer, reprendre cette formule. Donc, nous, ce qu'on appelle moyenne arithmétique, ça veut dire le bar, la barre plutôt ici, x bar. En statistique, il devient espérance mathématique en probabilité. Donc, au lieu d'écrire x2 sous une barre, on va écrire x2, mais à l'intérieur de l'espérance. Parce que l'équivalent de la moyenne arithmétique en statistique, c'est l'espérance en probabilité. Moins, ici j'ai la moyenne au carré. Donc ça veut dire la moyenne, c'est l'espérance de x au carré. Donc on va écrire le carré ici. Ça fait, c'est la formule que je vous ai donnée ici. La variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance au carré de x. En fait, on va reprendre ceci en détail si on a le temps. J'espère qu'on aura le temps de refaire ceci. Bien, donc maintenant, avant de commencer de voir le premier document, donc je vous ai posé une question tout à l'heure et vous avez spontanément dit, quand je vous ai dit, quelle est la chance d'obtenir la face 1, ou bien quelle était la probabilité que xi soit égal à 1. Précédemment, vous avez dit 1 sur 6. 1 sur 6, en fait, c'est une formule de probabilité que l'on va étudier par la suite. Pourquoi on divise 1 sur 6, par 6? Ça fait? Donc, en fait, c'est la question que nous allons voir par la suite. Mais pour pouvoir y répondre, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai d'abord besoin d'étudier la théorie des ensembles de manière concise. On va essayer de comprendre rapidement la théorie des ensembles. C'est peut-être la seule chose que nous allons faire aujourd'hui. Pour cela, donc, on va reprendre le document que j'ai partagé avec vous. Je rappelle pour ceux et celles qui viennent d'arriver que tout est disponible sur ma page Facebook et que j'ai partagé dans les commentaires. Ici dans le chat, j'ai partagé la page Facebook. Ça fait? Bien, donc commençons le document
l'essentiel des probabilités par la théorie des ensembles. نظرية المجموعات. Donc on va rapidement, parce que là on ne va pas pouvoir entrer dans les détails, on va commencer par définir ce qu'on appelle l'intersection des ensembles. تقاطع المجموعات. Ça fait? Donc ici on va prendre un exemple. On va considérer un ensemble oméga, ce que nous allons appeler par la suite ensemble des éventualités, ou bien univers des possibilités, univers des possibles. Donc en fait, toutes les possibilités seront à l'intérieur de l'ensemble oméga. Si je reprends l'exemple du D, des nodes, à l'intérieur de oméga, vous aurez le nombre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça veut dire toutes les possibilités. Ça fait? Donc, à l'intérieur de cet ensemble, on peut définir deux événements, ou bien deux sous-ensembles si vous voulez. L'ensemble A et l'ensemble B. Ça fait? Maintenant, si je m'intéresse à ce point, donc là, tout ce qui est violet, ce sont les éléments de l'ensemble oméga qui se trouvent dans A, dans l'ensemble A. Ça fait? Et tout ce qui est bleu, ce sont les éléments de oméga qui se trouvent dans le sous-ensemble B. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez à l'intérieur ici? J'ai ce qu'on appelle une intersection. Une intersection des ensembles A et B. Ça fait? En fait, que caractérise, et on va le noter A de cette manière, A inter B. Donc A intersection B ou bien A inter B. Comment on le définit? En fait, un point, on dit qu'un point ou bien qu'un élément appartient à l'intersection des deux ensembles A et B si il appartient en même temps à A et à B. Il a qu'une donc on reprend la définition. L'intersection des deux ensembles A et B, c'est l'ensemble que l'on note A inter B qui contient les éléments qui appartiennent en même temps à A et regardez le et, je l'ai écrit en gras et je l'ai souligné. Ça fait? Il appartient en même temps à l'ensemble A et à l'ensemble B. Ça fait? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre A avec le O. On va voir le O par la suite. AO. Est-ce que là où se trouve mon curseur, qui va comme le curseur d'Iridamo, là? Oui, Kiban. Est-ce que mon curseur fait partie de l'intersection appartient à l'intersection de A et B? Non. Pourquoi? Parce qu'il appartient à A, mais il n'appartient pas à B. Ça fait? Mais il n'appartient pas à B. Donc je ne peux pas dire que mon curseur maintenant appartient à l'intersection de A et B. Maintenant, mon curseur, est-ce qu'il appartient à l'intersection de A et B? Est-ce qu'il appartient en même temps à A et B? Non. Donc il appartient simplement à B, mais il n'appartient pas à A. Dernière possibilité, mon curseur, donc la partie assurée, est-ce que mon curseur appartient à l'intersection de A et B? Oui. Oui, parce qu'il appartient en même temps à A et B. Ça fait? Donc ça, c'est la définition de l'intersection. J'imagine qu'il n'y a rien de compliqué. Cette opération d'intersection, elle a certaines propriétés. Donc on va les rappeler rapidement. Donc la première propriété, c'est que l'intersection des ensembles est commutative. Commutative, elle est tabadoli. Et quand on dit tabadoli commutative, ça veut dire on peut changer, écrire A inter B ou bien B inter A, c'est exactement la même chose. Ça fait? On peut permuter les ensembles A et B. On peut permuter les ensembles A et B dans cette opération sans changer le résultat. Si je remplace A par B et B par A, donc on change leur place, est-ce que le résultat va changer? Non. Donc c'est ce qu'on appelle la commutativité. Donc,
l'intersection des ensembles est commutative, c'est-à-dire A inter B, c'est exactement la même chose que B inter A. Ça fait القضية دي كتبان لي راه واضحة. Ça fait. Deuxième propriété de l'intersection. L'intersection des ensembles est associative. تجميعية. Donc, je vous rappelle cette notion d'associativité dans le cas des nombres, de la somme des nombres. Si je vous demande de faire la somme de 1 plus 2 plus 3, vous allez par exemple commencer par calculer 1 plus 2, d'une part, et ensuite ajouter le nombre 3. Parfait? C'est ce qu'on appelle l'associativité. Ben, la même chose ici. Si on vous demande, si vous avez à votre disposition 3 ensembles, A, B et C, et on vous demande de calculer leur intersection. A inter B inter C. En fait, comment vous allez faire? En fait, vous pouvez dans un premier temps calculer l'intersection de A et B, et ensuite, vous calculez l'intersection du résultat avec l'ensemble C. Vous pouvez calculer de cette manière. Ça, c'est un premier choix. Sinon, vous pouvez aussi commencer par calculer l'intersection de B et C, et ensuite, chercher l'intersection de A avec le résultat de l'intersection de B et C. Donc, vous avez plusieurs manières de faire sans changer de résultat. C'est ce qu'on appelle l'associativité. Ça fait? Dernière propriété, c'est que l'intersection des ensembles vérifie donc A inter oméga. Donc, si je reprends ce schéma et je cherche l'intersection entre l'ensemble A et l'ensemble des possibilités oméga, quel est le résultat? Quels sont les éléments qui appartiennent en même temps, selon la définition, quels sont les éléments qui appartiennent en même temps à A et à oméga? C'est simplement A. Ça fait? C'est simplement A. Donc l'intersection, mais à condition, attention, à condition, regardez, avec A inclus dans oméga. Lorsque vous avez un ensemble A qui est inclus dans l'ensemble oméga, leur intersection, ce qu'ils ont en commun, ben en fait, c'est simplement l'ensemble A. Tous les points qui appartiennent à A appartiennent en même temps à oméga. Ça fait? Deuxième chose, quelle est l'intersection entre A et un ensemble vide? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je peux dire que شي حاجة مشتركة ما بين A مع شي حاجة اللي أصلاً فارغة ما فيها حتى حاجة. Bien sûr, en fait. حاجة ما مشتركة, oui. Voilà, parce que déjà dans l'ensemble vide, il n'y a rien. Donc on ne peut pas parler d'éléments communs alors qu'il n'y a rien dans oméga, dans l'ensemble vide. Donc l'intersection entre n'importe quel ensemble avec un ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Ça fait l'intersection des ensembles. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avant de passer à l'union. Prof, je ne comprends pas la dernière propriété, s'il vous plaît. La dernière propriété, donc si j'ai un ensemble oméga, et je suppose qu'à l'intérieur j'ai un sous-ensemble A. Par définition de l'intersection que je viens de vous donner, l'intersection entre A et oméga, l'intersection entre A et oméga, ça veut dire qu'on doit chercher les éléments qui appartiennent en même temps à A et à oméga. Prenons cet exemple. Là où se trouve mon curseur, est-ce que je peux dire, est-ce que ce point appartient à A? Est-ce qu'il appartient à A? Pardon? Là où se trouve mon curseur, donc est-ce que ce point appartient à A? Comment ça? Danny. Oui, prof. Donc, je vous pose la question. Est-ce que ce point appartient à A? Là Oui. où se trouve mon curseur. Et est-ce qu'il appartient à oméga? Oui. Oui. Donc, il appartient en même temps à A et à oméga. Donc, il appartient à leur intersection. Je bouge le curseur. Ce point. Est-ce que ce point
appartient à A. Il appartient à A et il appartient en même temps à oméga. Et si je continue ce point, est-ce qu'il appartient à A? Oui. Et est-ce qu'il appartient à oméga? Oui. Donc en fait, si je cherche tous les points de A, bon, en fait, ils appartiennent en même temps à A et en même temps à oméga. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle exactement l'intersection entre A et oméga. C'est à ce niveau qu'ils se coupent, qu'ils se croisent. C'est ce qu'ils ont en commun. C'est clair maintenant ou pas? Oui, oui. Bien. Et la dernière, est-ce que c'est clair? L'intersection entre un ensemble A avec un ensemble qui est déjà vide. Puisqu'en fait, dans l'ensemble vide, il n'y a rien. Mais est-ce qu'il peut avoir quelque chose en commun avec d'autres ensembles? Mais il est déjà vide. Donc, il ne peut pas avoir des choses en commun avec d'autres ensembles. Automatiquement, cette intersection est vide. Donc, ils n'auront rien en commun. C'est ce que cela signifie. Ça fait bien, c'est clair ou non? Oui, oui, c'est clair. Bien. Donc, maintenant, on passe à l'union des ensembles. L'union des ensembles. Donc, définition. Donc, on va prendre un schéma d'abord avant de vous donner la définition. C'est exactement le schéma précédent. Donc là, j'ai un ensemble oméga, à l'intérieur duquel j'ai deux sous-ensembles A et B, et on définit maintenant l'union. En fait, on va fusionner, on va réunir A et B. Donc maintenant, quelle est la définition de cette opération, de l'union? En fait, l'union de deux ensembles A et B, c'est l'ensemble que l'on note A union B, donc ici c'est A union B, qui contient les éléments appartenant à l'ensemble A ou à l'ensemble B. Ça fait? Regardez, lorsqu'il s'agissait d'une intersection, on a dit et. Il appartient en même temps à A et à B. Maintenant, il suffit qu'un élément appartienne à A ou bien à B, mais pas nécessairement aux deux, pour dire qu'il appartient à leur union. Finalement, l'union, ça revient juste à fusionner deux ensembles, à les regrouper. Ça fait ça fait. Donc maintenant, si je prends, selon cette définition, là où se trouve mon curseur, il se trouve ce point. Est-ce qu'il appartient à A ou bien à B? A. Donc il appartient à A. Est-ce qu'il appartient à l'union de A et B? Oui. Oui, parce que déjà, il appartient à A. Je n'ai même pas besoin de vérifier s'il appartient à B. Il suffit qu'il appartienne à l'un des deux. Puisqu'il appartient à A, donc automatiquement, il appartient à l'union. Si je prends maintenant ce deuxième point, il appartient à B, donc automatiquement, il appartient à l'union, sans vérifier est-ce qu'il appartient à A ou non. Parfait? Et ce point, il appartient en même temps à A et à B, c'était l'intersection de tout à l'heure, donc il appartient aussi à l'union. Donc, il suffit de prendre un point de A ou bien un point de B pour dire qu'il appartient à l'union. Donc, l'union, elle est plus large que l'intersection. L'union, regardez, dans l'union, vous avez tous ces points, alors que dans l'intersection, vous n'avez que cette partie. Ça fait? Est-ce que pour cette définition, c'est clair? Oui. On va voir certaines propriétés, donc c'est pratiquement les mêmes. Donc maintenant, si je reprends l'union des ensembles, donc ici la première propriété, l'union des ensembles est commutative. En fait, ça veut dire si on vous demande de calculer A union B, c'est la même chose que B union A. Dans une union d'ensemble, on peut permuter les ensembles sans changer le résultat. Donc A union B, c'est exactement la même chose que B union A. L'union des ensembles est également associative. Si vous avez trois ensembles A, B et C, et on vous demande de calculer leur union, vous pouvez commencer dans un premier temps par chercher l'union de A et B, et ensuite trouver l'union du résultat avec l'ensemble C. Ou bien, vous pouvez calculer l'union de A avec le résultat de l'union de B et C. Ça fait, c'est clair? Oui. Maintenant, vous avez une troisième propriété,
l'union des ensembles vérifie. Prenons maintenant juste l'ensemble A. L'ensemble A, et on va chercher l'union de A et oméga. Donc je vais réunir, je vais faire l'union de A et oméga. Quel est le résultat? Lorsqu'on va les fusionner, qu'est-ce qu'on va obtenir? Avec A, quelque chose qui est déjà dans oméga. On va obtenir 1. Attention, donc on a oméga et on va le fusionner avec oméga, qui est plus grand que lui. Et là, je mets Oméga. 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 Donc l'union de A avec un ensemble oméga, sachant que A est inclus dans oméga, et que le résultat c'est oméga. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? Oui, monsieur. Dernière propriété, A union l'ensemble vide. C'est comme si vous avez, on va bien dire d'une autre manière, vous avez l'ensemble A auquel vous avez ajouté un ensemble qui ne contient rien du tout. Qu'est-ce que vous allez obtenir? L'ensemble A. Donc, simplement l'ensemble A. Parce que dans l'ensemble vide, il n'y a rien. Donc, lorsqu'on va le réunir, bien l'unir avec l'ensemble A, en fait, on aura juste l'ensemble A. Vous savez, les propriétés Adam. Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avez-vous des questions avant de passer à la suite? Ça fait? Oui. Bien. Passons maintenant à la troisième section sur la distributivité. Donc la distributivité, maintenant on aura les deux opérations en même temps. On aura l'union et l'intersection. Je vous rappelle donc la notion de commutativité dans le cas des nombres. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, dans le cas des nombres, quand vous avez par exemple A multiplié par B plus C. Ben regardez, j'ai deux opérations, j'ai la somme et j'ai la multiplication. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut distribuer la multiplication par rapport à la somme et écrire A multiplié par B plus A multiplié par C. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient simplement de développer. En fait, ce passage de gauche à droite, on développe, et dans le sens inverse, on factorise. Donc en fait, cette propriété, ces deux passages, de manière générale, on appelle ceci une distributivité. On peut distribuer une opération par rapport à une autre. Ça fait? Mais maintenant, voyons ceci dans le cas des ensembles. On vient de voir deux opérations, l'union et l'intersection. Est-ce que l'une est distributive par rapport à l'autre? En fait, propriété, l'intersection des ensembles est distributive par rapport à leur union. Regardez ici. Donc j'ai A inter, entre parenthèses, B union C. C'est comme exemple que je vous ai donné. C'est comme si vous avez dans le cas des nombres A multiplié par B plus C. C'est égal à A multiplié par B, donc A inter B, union, donc union, A inter. Donc je vais reprendre plutôt le tableau blanc, le tableau noir, pour que ce soit plus clair. Donc je vais prendre le même exemple ici. Donc regardez, si je reprends le même exemple, mais sur les ensembles. Donc A, donc je vais écrire A, l'ensemble A, inter, l'ensemble B, union, l'ensemble C. Donc ce qu'on va faire, on va refaire exactement ce qu'on a fait dans le cas des nombres. Donc on va distribuer l'union par rapport, l'intersection par rapport à l'union. Et écrire, donc A. Donc regardez dans le cas des nombres, j'ai pris le point, la multiplication, donc là je dois prendre l'intersection. Donc B, donc ici j'ai pris petit b, donc on prend
l'ensemble B. Ensuite, on écrit plus, c'est l'opération que j'avais ici. Donc là, j'ai maintenant union. Pour ne pas confondre, ici j'ai union. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? A inter C. Est-ce que vous avez compris maintenant ce passage de la distributivité de la multiplication par rapport à la somme dans le cas des nombres, à la distributivité de l'intersection par rapport à l'union dans le cas des ensembles? فهمتوا دابا هذا الباساج؟ باين ياك؟ Oui. C'est exactement ce que je vous ai écrit ici. Donc, on peut distribuer A inter B union A inter C. Donc on dit que l'intersection, on vient de distribuer l'intersection par rapport à l'union. Donc l'intersection des ensembles est distributive par rapport à l'union. Et on a une deuxième propriété, l'union des ensembles est également distributive par rapport à l'intersection. Ça veut dire si j'ai maintenant A union entre parenthèses B inter C, ben je peux écrire A union B inter A union C. Inter A union C. Ça fait bien donc la distributivité de l'intersection par rapport à l'union et la distributivité de l'union par rapport à l'intersection. Et voici les formules. Donc nous ferons quelques exemples par la suite pour appliquer tous ces éléments. Bien. Passons à la quatrième section et définissons ce qu'on appelle la partition d'un ensemble. Ça fait la partition, on va partitionner un ensemble. Regardez sur ce schéma, j'ai l'ensemble oméga. Et ce qu'on a fait ici, on l'a fractionné, on l'a partitionné en plusieurs sous-ensembles. J'ai le sous-ensemble oméga 1, le sous-ensemble oméga 2, etc. jusqu'au sous-ensemble oméga n. Ça fait? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quelle est l'intersection entre oméga 1 et oméga 2? Est-ce qu'il y a quelque chose, un point commun entre oméga 1 et oméga 2. واش كاين شي تقاطع بيناتهم؟ واش كاين شي عنصر مشترك؟ Non. Non. Donc l'intersection est vide. Donc en fait l'intersection entre oméga 1 et oméga 2 est vide. Ils n'ont aucun point commun. Quelle est l'intersection entre oméga 1 et oméga n? Elle est vide. Il n'y a aucun point commun. Quelle est l'intersection entre oméga 2 et oméga n? Vide. Ça veut dire, de manière générale, si vous prenez les sous-ensembles, donc les oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, et vous les prenez deux par deux, donc vous allez trouver que l'intersection est vide. Regardez. Donc en fait, ici j'ai intersection de oméga i avec oméga j est vide. Et ceci, quel que soit i différent de j. Prenez, en fait, il faut que les deux sous-ensembles soient différents. Ça fait? Pour dire que l'intersection est vide. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que oméga 1 et oméga 2 sont disjoints. Disjoints, le contraire de joint. يعني إلا قلنا جوان راهم ملصقين disjoints راهم متفرقين. ولا على الأقل حتى شي حاجة اللي ما كتربطهم مفروقين على بعضياتهم. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, une deuxième remarque. Si je réunis tous ces sous-ensembles, si je calcule l'union de U1 avec U2, avec etc. jusqu'à UN, on réunit tous ces sous-ensembles. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Oméga. Oméga, très bien. Donc en fait, regardez, j'ai maintenant ici deux choses. Les sous-ensembles sont disjoints. Ça veut dire en fait leur intersection est vide et leur union me donne oméga. En fait, de cette manière, qu'est-ce qu'on dit? On dit que oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n forment une partition de oméga.
on a partitionné oméga. راح جزئنا oméga. Donc définition, la partition d'un ensemble oméga, c'est un ensemble de parties non vides, donc la partie oméga 1, oméga 2, etc., qui sont non vides. Ça fait donc elles ne sont pas vides. Il y a déjà quelque chose. Donc c'est un ensemble de parties non vides de oméga que l'on nomme oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n. Ces ensembles sont, ou bien ces parties sont disjointes. يعني ما مرتبطينش يعني التقاطع ديالهم خاوي disjointes 2 à 2. داكشي كتبنا oméga 1 inter oméga يعني oméga I inter oméga J est vide et dont l'union est égale à oméga. ملي كنحسبوا الاتحاد ديالهم donc oméga 1 union oméga 2 jusqu'à oméga n produit l'ensemble oméga. Donc la définition d'une partition, c'est on doit avoir deux choses. C'est جوج ديال الحوايج. Donc en fait on dit qu'un ensemble de parties non vides هادو اللي سميناهم oméga 1 oméga 2 jusqu'à oméga n forment une partition si ils sont 2 à 2 disjoints يعني جوج مع جوج ما كيتقاطعوش صافي leur intersection est vide et si en même temps leur union donne oméga. إلا جمعناهم كاملين غنرجعوا نجبروا اوميغا. راه سميتها بالعربيه تجزئه. حنا التجزئه كنعرفوا هي مثلا قطعه ارضيه مجزئه صافي. ملي كنجزئوا واحد القطعه ارضيه واش غادي تلقاو دار داخله في دار؟ ما يمكنش. ولكن الا جمعتوا هذيك لي زيسباس كاملين غتلقاو الجزئه الكبيره. هذا هو يعني الترجمه ديالها في الواقع الا بغيتو صافي. دونك جو ريبيت. Donc une partition c'est simplement donc lorsque vous prenez un ensemble en oméga, vous le partitionnez, vous le divisez en plusieurs ensembles ou bien en plusieurs sous-ensembles qui ne se coupent pas, mais dont l'union donne oméga. Ça fait une forme de bien. Donc passons à la définition suivante, le complémentaire d'une partie. Le complémentaire est le mot kammil. Donc regardez ici. Donc j'ai un ensemble oméga. Et dans l'ensemble oméga, j'ai un sous-ensemble A. Ça fait? Donc, est-ce que la partie assurée qui se trouve à l'extérieur de A, est-ce qu'elle appartient à A? Il y a des éléments qui se trouvent à l'extérieur de A. Est-ce qu'ils appartiennent à A? Non. Non. Donc les points n'appartiennent pas à A, ils se trouvent à l'extérieur de A. Mais quelle est la particularité de tous ces points assurés qui se trouvent à l'extérieur? En fait, leur particularité, c'est que si vous les ajoutez, donc cette partie, je vais la noter A bar. Ça fait? On va la noter A bar. Donc la partie A bar, ce sont tous les points qui se trouvent à l'extérieur de A. La partie assurée, tous ces points. Quelle est leur particularité? C'est que si on les ajoute à l'ensemble A, on obtient l'ensemble oméga total. Je répète, donc si vous reprenez tous les éléments qui se trouvent à l'extérieur de A et vous les réunissez avec l'ensemble A, vous allez obtenir l'ensemble oméga. Et on appelle ceci un complémentaire. Ça veut dire pour partir de A et pour compléter l'ensemble A et obtenir oméga, il faut ajouter la partie A bar. هذا هو المكمل. المكمل يعني هذا العام شنو خصني نزيد على A باش نكمل oméga. هذه هي تسمى المكمل. Le complémentaire de A, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut unir avec l'ensemble A pour compléter l'ensemble oméga. C'est ce qu'on appelle le complémentaire. Donc le complémentaire d'une partie A d'un ensemble oméga et la partie notée A bar. Donc ici, ce n'est pas une moyenne arithmétique, c'est ce qu'on appelle maintenant le complémentaire de A. Donc le complémentaire de A. Donc en fait, et la partie de oméga, c'est ce qu'on appelle oméga, qui n'appartient pas à A. Donc regardez, tous ces éléments appartiennent en même temps à oméga, mais ils n'appartiennent pas à A. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant de passer à la suite? Oui.
Donc, je répète, donc le complémentaire de A, ce sont tous les éléments de oméga qui n'appartiennent pas à A, tout simplement. Et pourquoi on dit qu'il s'agit d'un complémentaire? Ben, pour compléter A et obtenir oméga, il faut ajouter cette partie A bar. Et en particulier, quel est le complémentaire de oméga? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à oméga pour obtenir oméga? Donc en fait, on a besoin de rien ajouter. Donc on ne va rien ajouter à oméga pour obtenir oméga. Donc le complémentaire de oméga, c'est l'ensemble vide. Et quel est le complémentaire de l'ensemble vide? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à l'ensemble vide pour obtenir oméga? Oméga. Voilà. Parce que dans l'ensemble vide, il n'y a rien. Donc pour compléter et arriver jusqu'à oméga, donc il faut ajouter tout l'ensemble oméga. Donc le complémentaire de l'ensemble vide, c'est l'ensemble oméga. Ça fait? J'ai ici une remarque. Donc regardez. Quelle est l'intersection entre A et oméga? Est-ce qu'il y a un point commun entre A et oméga? Entre A et son complémentaire, A bar. Quelle est l'intersection entre A et son complémentaire A bar? Non. C'est l'ensemble. Oméga. Non, l'intersection, c'est pas l'union. L'intersection, c'est l'ensemble vide. Maintenant, quelle est l'union de A et A bar? Si on les réunit, qu'est-ce qu'on va obtenir? Oméga. 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 Donc maintenant, j'ai deux choses. J'ai deux ensembles qui ont une intersection vide et dans l'union donne oméga. Ça veut dire finalement que A et A bar forment une partition de oméga. La partie A et son complémentaire A bar forment une partition de l'ensemble oméga. Pourquoi? Parce que l'intersection de A et de son complémentaire est vide et parce que l'union de A avec son complémentaire donne oméga, selon la définition d'une partition. Parfait? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est fait? Bien. Donc maintenant, on a un petit théorème très intéressant, dit loi de De Morgan, de cette manière. Parce que parfois, on les appelle simplement les lois de Morgan, alors que ce scientifique s'appelle De Morgan. Donc, on va parler des deux lois. Il y en a deux qui jugent, Qawanin de Morgan. Donc, les lois de De Morgan. Que dit les lois de De Morgan? Donc, on va considérer deux parties. Donc, j'ai une partie d'un ensemble. Donc, par exemple, ici A et une autre partie B. Soit A et B, deux parties d'un ensemble oméga. Donc, on a les lois de Morgan suivantes. Que disent ces deux lois? Donc, la première loi de Morgan, la première ligne, qu'est-ce qu'elle dit? Le complémentaire de l'intersection de deux ensembles est égal à l'union des complémentaires des ensembles. Le complémentaire de l'intersection de A et B, c'est l'union du complémentaire de A et du complémentaire de B. Ça fait, donc je sais que pour l'instant ce n'est pas clair. On va juste regarder, on va les observer, on va les contempler, ces deux relations, pour voir à quoi, parce qu'elles vont nous servir par la suite. Passons à la deuxième. La deuxième, c'est le complémentaire de l'union de A et B est égal à l'intersection du complémentaire de A et du complémentaire de B. Mais finalement, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux lois de Morgan? En une phrase, vous remarquez que lorsqu'on casse, quand on casse la barre du complémentaire, ici j'avais une seule barre, mais à droite, j'ai cassé la barre, j'ai deux barres.
En fait, c'est comme si je l'avais cassé. En fait, lorsqu'on casse une barre, on renverse ce symbole. Ça fait, donc regardez, ici j'avais l'intersection, et quand j'ai cassé la barre, j'ai renversé le symbole et j'ai obtenu une union. Et ici, lorsque j'ai une union, je casse la barre, j'obtiens une intersection. J'ai un message, je suis expliqué un message, voilà. Donc, intersection, transfert to union. Voilà. Très bien. C'est exactement ça. Donc, en fait, lorsque vous avez l'intersection de A et B et vous appliquez la barre, donc vous avez ici le complémentaire de l'intersection. Si vous cassez la barre, comme ici, donc on a A barre d'un côté et B barre de l'autre côté. Donc il faut absolument inverser le symbole. Si j'ai une intersection, elle doit devenir union. La même chose ici. J'ai A union B barre. Je veux casser la barre pour obtenir A barre d'un côté et B barre de l'autre. Je dois inverser le symbole. J'avais une union, elle devient intersection. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Morgan. Ça fait, c'est le monsieur la McKinge. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? Oui. Oui, monsieur. Bien. Donc en fait, ce sont tous des éléments. En fait, j'ai appelé le document l'essentiel des probabilités parce que ce sont tous ces ingrédients qui vont nous servir par la suite dans les exercices. Ça fait donc chez vous, donc reprenez-les doucement à tête reposée et retravaillez-les. Nous verrons par la suite des exercices d'application. Passons maintenant à la section 6, 1-6. Et définissons ce qu'on appelle le cardinal d'un ensemble fini. Le cardinal d'un ensemble, tout simplement, donc ici vous avez une définition, le cardinal d'un ensemble fini, il faut que cet ensemble soit fini. Par exemple, l'ensemble R. Est-ce que l'ensemble R est un ensemble fini? Non. Non. C'est un ensemble infini. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'éléments qui se trouvent dans R? Non, on ne peut pas. Même quelqu'un. Ça fait. Donc en fait, le cardinal d'un ensemble qui est fini, on le note ou bien card A comme cardinal de A, ou bien dièse A. Donc en fait, on le note de deux manières différentes. En général, on utilise cardinal, c'est le plus connu. Mais parfois, vous trouvez dans certains ouvrages dièse A pour dire le cardinal de A. Et qu'est-ce qu'un cardinal? C'est simplement le nombre d'éléments de cet ensemble. Ça fait, par exemple, maintenant, si je m'intéresse à ce groupe qui est en train de suivre ce TD de probabilité. Donc, je vais l'appeler le groupe probabilité. Quel est son cardinal? Là, je vois que j'ai 33 personnes. Donc, son cardinal est égal à 33. Dans ce groupe, j'ai 33 éléments. Ça fait? C'est simplement le nombre d'éléments de cet ensemble. Ou bien, en termes statistiques, on va dire que c'est son effectif. Ça fait? Et donc, en particulier, quel est le cardinal de l'ensemble vide? Si vous avez compris cette définition. Quel est le cardinal d'un ensemble vide? Ou bien dit d'une autre manière, j'ai combien d'éléments dans un ensemble vide? Aucun élément, zéro. شحال عندي من عنصر في شي حاجه في شي مجموعه اللي اصلا فارغه؟ Aucun élément, zéro. À incarter. زيرو. واحد المجموعه اللي هي اصلا فارغه، شحال فيها من عنصر؟ ما فيها حتى حاجه، فيها زيرو. صافي. دونك لو كاردينال d'un ensemble vide est égal à 0. Ça veut dire dans un ensemble vide, je n'ai aucun élément. صافي مفهوم هاد القضيه هذه ولا لا؟ يمشي. مفهوم. دونك سكو هنا راه ما كتبانوليش في ليكرون، ما عنديش ما نكرهش وكان بعدا شي وحدين يشعلوا الكاميرا باش نشوف راسي معاهم كنهضر. كيكون الكور انتراكتيف. دونك هنا بعض المرات ما كنعرفش واش الكونيكسيون كاينه ولا مشات، واش فهمتوا ولا لا. وهذا من السلبيات ديال التعليم عن بعد، ما عندنا ما نعملو. صافي. دونك deuxième chose, quel est maintenant le cardinal du complémentaire d'un ensemble? Donc en fait, on va reprendre le schéma
Regardez ici le cardinal de A. Ici, A bar, c'est le complémentaire de A. Donc, quel est le cardinal? Quel est le nombre d'éléments du complémentaire de A? Comment on va le calculer? En fait, on va prendre le cardinal de oméga, et on enlève le cardinal de A. Pour trouver le nombre d'éléments qui appartiennent à A bar, il suffit de prendre tous les éléments de oméga et on enlève les éléments de A. C'est ce que signifie cette relation. Donc le cardinal du complémentaire de A, c'est simplement le cardinal de oméga moins le cardinal de A. Ça fait une forme d'abord. Oui, monsieur. Maintenant, vous avez un théorème. Un théorème, vous avez soit A et B, deux ensembles finis. Donc, quel est le cardinal de l'union de A et B? Quel est le cardinal de l'union de A et B? Ce théorème vous dit, le cardinal de l'union de A et B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. En fait, est-ce que cette relation est logique ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui n'est pas clair dans cette formule? On va prendre un exemple, peut-être c'est mieux. On va s'intéresser à l'union de A et B et on va voir comment trouver son cardinal. Prenons la définition de l'union. Donc voici l'union de A et B. Maintenant, si je veux compter le nombre d'éléments qui appartiennent à l'union, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de compter. Donc, je vais plutôt prendre ce schéma. Donc, l'union, en fait, ce sont ces deux ensembles. Ça fait, c'est plus clair. Si je veux calculer le cardinal de l'union de A et B, je dois prendre les éléments de A, donc le cardinal de A, tous les éléments de A, c'est-à-dire le cardinal de A, plus le cardinal de B. Mais le problème, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a compté le nombre d'éléments de A et on a compté le nombre d'éléments de B. Mais le problème, c'est que l'intersection, les éléments qui se trouvent à l'intersection de A et B, on les a comptés deux fois. Oui, monsieur. Donc, il faut prendre d'un côté le cardinal de A plus le cardinal de B. Et puisque l'intersection de A et B, on l'a compté deux fois, il faut la retirer. Ça fait d'où cette relation. D'où cette relation. Le cardinal de l'union de A et B, c'est le cardinal de A. Ça veut dire on va compter le nombre d'éléments qui appartiennent à A, plus le cardinal de B. On ajoute le nombre d'éléments qui appartiennent à B, mais il faut faire attention, il faut enlever le cardinal de l'intersection. Pourquoi? Parce que ce cardinal de l'intersection de A et B, on l'a calculé, on l'a compté deux fois. Donc il faut l'enlever une fois. Et donc, à mon avis, maintenant, cette formule est assez claire. Ça fait. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, si vous avez compris maintenant tout ce qu'on vient de faire, avant de passer à l'analyse combinatoire, je vais voir est-ce que j'ai des exercices que sur la théorie des ensembles. Voilà. Donc là, prenons l'exercice 1. Donc, on va essayer maintenant de se concentrer uniquement sur l'exercice 1. Donc, et plus précisément, on va résoudre la question 1 et la question 2. Ça fait? Donc, on va considérer, donc, on tire au hasard. Donc, on va faire un tirage. Une boule, dans une urne. Quand on dit une urne, ça veut dire en fait une caisse. L'urne, en fait, ça ressemble à l'urne des élections dans laquelle on va mettre nos voix. Donc, on va considérer, donc, on tire au hasard une boule dans une urne contenant 10 boules identiques.
Dans cette urne, dans cette caisse, nous avons 10 boules qui sont identiques. يعني بحال بحال. يمكنلاش حنا نفرقوهم باللمس. On ne peut pas les discerner au toucher. يمكنلاش نفرقوهم غير باليد. On ne peut pas les distinguer. Mais ces boules, elles sont numérotées de 1 à 10. Ça, c'est la seule différence qui existe entre ces 10 boules. الفرق الوحيد الاختلاف الوحيد كما بين الكريات انهم مرقمين de 1 jusqu'à 10. Et on va appeler résultat, on va tirer, donc on va tirer une boule et on va appeler le résultat le numéro de la boule tirée. Finalement, cette expérience aléatoire, elle consiste en quoi? On va tirer une boule, lire son numéro et le noter, tout simplement. Par exemple, je tire une boule, je tombe sur une boule numéro 3, je note le résultat 3. Parfait? Donc, ça, c'est le résultat, on appelle ceci résultat, donc le numéro de la boule tirée. Est-ce que cette première ligne de l'énoncé est déjà claire pour tout le monde ou pas encore? Ça fait bien, non? Donc, Oui, c'est clair, monsieur. si vous voulez, schématiquement, on peut dire que j'ai en fait une urne. Et dans cette urne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce sont des boules. Donc ici, j'ai la boule numéro 1, la boule numéro 2, la boule numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et notre expérience aléatoire, elle consiste à tirer au hasard une boule. Et on va noter, on va noter son numéro. Ça fait? Donc on va tirer une boule et on va noter son numéro. Maintenant, on définit les événements suivants. Donc l'événement 1, qu'est-ce qu'il dit? Le résultat est au plus égal à 5. Le résultat est au plus égal à 5. Le numéro de la boule tirée est au plus égal à 5. Ça veut dire, quels sont ces éléments qui sont au plus égaux à 5? Donc, si je reprends mon schéma, je tire, donc je vais écrire ici l'événement E1. Pardon. Donc, je vais écrire E1. On a dit en fait au plus égal à 5. Donc, le résultat est au plus égal à 5. Ça veut dire, est-ce que 1 fait partie de l'événement E1? Oui. Si je tire le résultat, je trouve le numéro 1. Donc 1, il fait partie de E1 parce qu'il est au plus égal à 5. Au plus, ça veut dire inférieur ou égal. Et comme pour le au plus égal, donc le terme au plus égal à 5, ça veut dire en fait inférieur ou égal à 5. Et le 1, il est bien inférieur ou égal à 5. On continue. Si maintenant on tire la boule numéro 2, est-ce qu'elle réalise l'événement E1? Oui. Oui, parce que le 2 est inférieur ou égal à 5. Si j'obtiens le numéro 3, est-ce que j'aurais réalisé l'événement E1? 3, Oui. parce que 3 est inférieur ou égal à 5. Et on continue, donc 4 est inférieur ou égal à 5 et le 5. Est-ce que j'ai d'autres éléments dans E1? Est-ce que j'ai d'autres éléments qui réalisent E1? Si je tire le numéro 6, est-ce qu'il réalise E1? Non. 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 Parce qu'il est supérieur. Donc finalement, les seuls éléments qui appartiennent à E1, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Ça fait? Bien. Oui. Considérons maintenant l'événement E2. Le résultat est un nombre pair. Ça fait? Donc on va noter E2. Le résultat est un nombre pair. Je vais le noter ici en bleu. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans cet ensemble E2? Est-ce que si je tire et je tombe sur le nombre 1, est-ce que 1 est un nombre pair? Non. Non. Donc il ne fait pas partie de E2. On continue. Si je tombe sur le nombre 2,
Est-ce que c'est un nombre pair? Oui. 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 Donc, je dois noter le nombre 2. Le 3, Non. le 4, Oui. le 5, Non. le 6, Oui. Oui. le 7, Non. le 8, Oui. le 9, Non. le 10. Oui. Parfait. Donc, voici donc les éléments de l'ensemble E1. Donc, ce sont les nombres pairs, les أعداد زوجية. L'événement E3, le résultat est un nombre impair. Donc, on retourne à notre schéma. Donc, dans E3, j'ai les nombres impairs. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans E3? Est-ce que, si j'obtiens 1, est-ce que le 1 fait partie de E3? Oui, monsieur. Oui. Oui, parce qu'il est impair. Donc, le premier, j'ai 1. Le 2, 3, 3. Le Le 4, 3, le 5. 5, 5, 7 7. 7 et 9. et 9. Voilà. Donc, ce que je viens de faire, donc on a simplement écrit de manière détaillée, on a transformé les événements, donc ici en fait les événements E1, E2, E3, c'est-à-dire le résultat est au plus égal à 5, le résultat est un nombre pair et le résultat est un nombre pair, on a traduit par des ensembles. Donc j'ai l'ensemble E1 qui contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'ensemble E2 qui contient les éléments 2, 4, 6, 8, 10. Et l'ensemble E3 qui contient les éléments 1, 3, 5, 7 et 9. Ça fait? Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc écrire et représenter en termes de résultats de l'expérience les événements suivants. Donc on vous demande d'écrire E1, E2, E3 et oméga. Donc E1, c'est ce qu'on vient de faire. Donc on a déjà écrit en termes de résultats, on a écrit l'ensemble E1, E2 et E3. Donc E1, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4 et 5. E2, c'est l'ensemble 2, 4, 6, 8 et 10. Et E3, c'est l'ensemble 1, 3, 5, 7 et 9. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant à écrire de manière développée oméga. Donc, que contient oméga? Donc, je vais écrire ici, en bas. Donc, oméga. Donc maintenant, je tire le nombre 1. Est-ce qu'il appartient à oméga? Oui, monsieur. Donc j'ai le nombre 1. Je tire le nombre 2. Est-ce qu'il appartient à oméga? Le 2. Oui. Oui. Le 2 fait partie de oméga. Le 3. Aussi. Oui. Le 4. Oui. Oui. Le 5. Oui. Le 6. Oui. Le 7. Oui. Le 8. Oui. Le 9 et le 10. Le 9. Le 10. Le 11. Non. Non. Non, monsieur. Donc, qu'est-ce que j'ai dans oméga? Dans oméga, j'ai les nombres qui vont de 1 jusqu'à 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait? Donc, on vient de répondre à la première question. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a écrit et représenté en termes de résultats de l'expérience les événements E1, E2, E3 et oméga. Donc là, vous avez le corrigé. Solution. Donc, E1, le résultat est au plus égal à 5, c'est-à-dire le résultat est égal à 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, E1 est composé des éléments. E2, le résultat est un nombre pair, c'est-à-dire le résultat est égal à 2, 4, 6, 8 ou bien 10. Voici donc l'ensemble E2. Et E3, le résultat est un nombre impair, c'est-à-dire le résultat est égal à 1, 3, 5, 7 ou 9. Et voici donc l'ensemble E3. Vous avez déjà le corrigé. Enfin, oméga, le résultat est un nombre de l'ensemble des possibilités. C'est-à-dire, en fait, le 1, il fait partie des possibilités. Le 2, il fait partie des possibilités. Mais est-ce que le 11 fait partie des possibilités? Non. Donc, en fait, toutes les possibilités vont de 1 jusqu'à 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Et on va commencer à appliquer donc, ce qu'on vient d'apprendre. On vous demande de calculer l'intersection de E1 et de E2. Ça fait?
Donc je reprends ici mon schéma, on va peut-être effacer. Donc E1, qu'est-ce qu'on a dit? Donc je vais reprendre ici les ensembles. E1, on a dit ce sont les nombres qui sont au plus égaux à 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. E2, ce sont les nombres pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 et 10. Et E3, ce sont les nombres impairs. 1, 3, 5, 7 et 9. Maintenant, la première chose que l'on vous demande de faire, c'est de trouver, de calculer E1 inter E2. Quelle est donc l'intersection entre E1 et E2? Ensemble, mais pas. Non. Quels sont les éléments, en fait, par définition d'une intersection, ce sont les éléments qui appartiennent en même temps à E1 et E2. Ça fait? Donc, on va voir. Donc, on va chercher les éléments qui appartiennent en même temps à E1 et à E2. Le 1, est-ce que le 1 appartient en même temps à E1 et à E2? Non. Non, parce qu'il appartient à E1, mais il n'appartient pas à E2. Donc, je ne peux pas dire qu'il appartient à E1, à l'intersection de E1 et E2. Ça fait? Ensuite, donc, on m'a déjà, Sarah, mais on va aller doucement, en détail. Le 2, est-ce que le 2 fait partie en même temps de E1 et de E2? Vous voyez bien que j'ai ici, donc là, j'ai le 2, il appartient en même temps à E1 et à E2. Donc, il fait partie de leur intersection. On passe à la suite. Le 3, est-ce que le 3 fait partie des deux? Le 3, il appartient à E1, mais il n'appartient pas à E2. Donc, il n'appartient pas à l'intersection. Ensuite, le 4. Le 4 appartient à E1 et il appartient à E2. Donc, le 4 appartient à l'intersection de E1 et E2. Il reste que le 5. Le 5, en fait, il appartient à E1, mais il n'appartient pas à E2. Et pour le reste, le 6, il appartient à E2, mais il n'appartient pas à E1. Le 8 appartient à E2, mais il n'appartient pas à E1. Et le 10 appartient à E2, mais il n'appartient pas à E1. Finalement, quelle est l'intersection des ensembles E1 et E2? Ce sont les éléments 2 et 4. Est-ce que cette première étape est claire pour tout le monde? Oui. Monsieur. Maintenant, on passe à l'intersection de E1 et de E3. Donc, vous avez dans le corrigé tous les détails. Passons donc à l'intersection de E1 et E3. Donc, quelle est l'intersection, de la même manière, entre E1 et E3? C'est 1 et 3 et 5. En fait, on va chercher les éléments qui appartiennent en même temps à E1 et à E3. Donc, le premier élément, c'est, je vois bien qu'ici, j'ai le 1 et j'ai le 1. Donc, le 1 appartient en même temps à E1 et E3. Donc, le 1 appartient à l'intersection. Le 2 ne fait pas appartient à E1, mais il n'appartient pas à E3. Le 3 appartient à E1 et à E3. Donc, j'ai le 3. Le 4 appartient à E1, mais il n'appartient pas à E3. Le 5 appartient à E1 et appartient à E3. Donc, j'ai le 5 ici. Ça fait une forme de Oui. En fait, quand on dit E1, ce sont les nombres qui sont au plus égaux à 5. E2, ce sont les nombres pairs. L'intersection, ça veut dire quels sont les nombres qui sont en même temps pairs et au plus égaux à 5. On peut le dire de cette manière. Quels sont les nombres qui sont en même temps pairs et au plus et inférieur ou égal à 5, ce sont les nombres 2 et 4. Ici, E1 inter E3, ça veut dire, donc E1, ce sont les nombres qui sont au plus égaux à 5, et E3,
ce sont les nombres impairs. Donc l'intersection signifie les nombres impairs qui sont au plus égaux à 5. يعني الأعداد الفردية اللي هي أصغر أو تساوي 5. C'est bien 1, 3 et 5. Donc on a bien répondu à la question. Ensuite, on vous demande de calculer l'intersection de E2 et E3. Et on va le faire d'une autre manière maintenant. On vous demande de trouver l'intersection de E2 et de E3. Sans passer par le détail, comme on vient de faire. Quelle est l'intersection, à votre avis, de E2 et de E3 sans faire de calcul? Mais chez zéro. Ensemble vide. L'ensemble vide. Pourquoi? Parce que E2. En fait, l'ensemble E2, ce sont les nombres pairs, les أعداد الزوجية. E3, ce sont les nombres impairs, les أعداد الفردية. Est-ce qu'il y a un nombre, est-ce que vous connaissez un nombre qui est en même temps pair et impair? Non. Non. Donc en fait, cet ensemble il doit être vide. C'est ce qu'on fera, parce qu'il n'y a aucun nombre qui est en même temps pair et impair. Et si maintenant on va chercher dans les détails, ben voilà, regardez. Donc je vais prendre l'ensemble E2. Le premier élément c'est le 2, il appartient à E1, mais je ne le trouve pas dans E3. Ensuite, le 4. Il appartient à E2, mais il n'appartient pas à E3. Et ainsi de suite. Donc, tous les éléments de E2 n'appartiennent pas à E3. Et si je cherche les éléments de E3, on ne va pas les trouver dans E2. Donc, ils n'ont aucun élément commun. Ça fait? Donc, ce sont deux ensembles disjoints, parce que leur intersection est vide. Est-ce que, jusqu'ici, c'est clair? Oui. Oui. Bien. Maintenant, on vous demande de calculer l'intersection de E1, E2 et E3. Et donc là, on va avoir de quelle propriété on va avoir besoin ici? Pour calculer E1, inter E2, inter E3. Donc, sans passer par les détails comme on vient de faire, on sait que l'intersection des ensembles est associative. Associative, ça veut dire on peut faire les calculs. On peut, par exemple, je vous propose de commencer par calculer l'intersection de... je vais changer de couleur. On peut commencer par calculer, par exemple, l'intersection de E2 et de E3. Et ensuite, on calcule l'intersection du résultat avec l'ensemble E1. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette démarche? Oui. Oui. Donc, je vais écrire ceci, c'est la même chose que. Donc, ceci, c'est la même chose que E1, inter E2, inter E3. Et comme je sais que l'intersection est associative, j'ai le droit de commencer par calculer l'intersection de E2 et de E3 et ensuite chercher l'intersection du résultat avec l'ensemble E1. Mais qu'est-ce qu'on sait? Selon la question précédente, on a déjà calculé E2 inter E3. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Donc en fait, ceci est égal à E1 inter l'ensemble vide. Et qu'est-ce que vous savez lorsqu'on calcule l'intersection d'un ensemble avec un ensemble qui est déjà vide? Est-ce qu'ils peuvent avoir quelque chose en commun? Non. On l'a vu. L'intersection d'un ensemble avec un ensemble vide, est-ce qu'ils peuvent se croiser déjà? Est-ce qu'ils peuvent avoir un élément en commun? Non, parce que dans l'ensemble vide, il n'y a rien. هذاك اصلا فارغ. ما يمكنش يكون عنده شي حاجه مشتركه مع شي واحد هو اصلا ما عندوش. صافي. Donc quel est le résultat? E1 inter l'ensemble vide c'est égal à Ensemble vide. شحال؟
un ensemble vide. Il y a comme la propriété. Donc, je retourne au document. Donc, l'intersection. Donc, l'intersection d'un ensemble A avec un ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Ça fait? Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait intersection, il faut qu'il y ait déjà des éléments en commun. باش يمكن نتكلموا على التقاطع خصنا نتكلموا على شي عنصر اللي هو اصلا كاين فيهم جوج. ولكن donc mais comment puis-je parler d'intersection alors que un ensemble est déjà vide? يعني ما يمكنش نتكلم على التقاطع مع شي حاجه اللي اصلا فارغه. Donc le résultat c'est un ensemble vide. Ça fait donc voilà, donc on vient de répondre à la première question. Est-ce que vous avez tous compris ce qu'on vient de faire? Oui, mais- Oui, monsieur, on a bien compris. حيت ما كنسمعكمش المشكل ديال ما كاينش واش الكونيكسيون كاينه هذا الهدوء على الاقل تجاوبوا معايا باش نعرف فين وصلت. Donc bien. On vient de résoudre, donc de répondre à la première question, la question A. On vient de répondre à la question B. Maintenant, on va passer à la question C. On va passer à la question C. Vous avez les détails, vous avez ici les détails des calculs. Ce que je suis en train de vous expliquer, donc c'est pour gagner du temps. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, toutes ces opérations, on va donc là, on va passer à la suite. Donc, définir. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc je vous rappelle que dans l'ensemble E1, j'ai les nombres qui sont au plus égaux à 5, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. L'ensemble E2, ce sont les nombres pairs, 2, 4, 6, 8 et 10. Et l'ensemble E3, ce sont les nombres impairs, 1, 3, 5, 7 et 9. Maintenant, ce qu'on vous demande de calculer, c'est l'union. Donc, quelle est l'union entre E1 et E2? Quelle est la définition de l'union? Ça veut dire qu'on va fusionner. On va prendre tous les éléments de E1 et on va les fusionner avec les éléments de U2. Donc, cette opération est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il suffit de prendre les éléments de E1. Qu'est-ce qu'on a dans E1? J'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'ai mis déjà les éléments de l'ensemble E1. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter dans cet ensemble? Il reste à ajouter les éléments de E2. Et qu'est-ce que j'ai dans E2? J'ai le nombre 2, il y est déjà. J'ai le 4, il y est déjà. Et qu'est-ce qu'il manque? Je dois ajouter le 6, le 8 et le 10. Est-ce que vous avez compris maintenant comment on vient de calculer cette union? Oui. On prend l'ensemble E1 et on ajoute les éléments de E2 et on n'a pas besoin de répéter parce que, regardez, le 2 et le 4, ils existaient déjà, donc on ne va pas les écrire deux fois. Maintenant, la question suivante, c'est de calculer E2, plutôt E1, union E3. On va procéder de la même manière. On va prendre les éléments de E1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc les éléments de E3. Donc on va ajouter le 1, il y est déjà. Le 3, il y est déjà. Et le 5, il y est déjà. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le 7 et le 9. Ça fait? Qu'est-ce qu'on doit... Donc la question suivante, on vous demande de calculer union de E2, E2 union E3.
Et sans faire de calcul, quel est le résultat à votre avis? E2, ce sont les nombres impairs. E3, ce sont les nombres pairs. C'est de 1 jusqu'à 10. En fait, on va regarder. E2, ce sont les nombres pairs. Et E3, ce sont les nombres impairs. Ça veut dire, en fait, on va simplement ajouter, fusionner les nombres pairs et impairs. Et le résultat, c'est l'ensemble oméga. Donc, si vous voulez, on peut écrire en détail. On va prendre, comme on a fait précédemment, les nombres pairs. Ce sont les nombres 2, 4, 6, 8 et 10. Et qu'est-ce qu'on doit ajouter? E3, ce sont les nombres impairs. Et les nombres impairs, ça veut dire, donc je vais écrire ceci en rouge. Donc, les nombres impairs, c'est le nombre 1, 2, donc le 3, le 5, le 7 et le 9. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai dans l'union de E2 et E3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ceci est égal à combien? Quel est cet ensemble? Oméga. Oméga. Simplement l'ensemble oméga. Ça fait? Donc en fait, dit d'une autre manière, si on regroupe les nombres pairs et les nombres impairs, on a notre ensemble total, oméga. Ça fait? Dernière question, et on s'arrêtera sur cette dernière question. C'est maintenant quelle est l'union. Donc on vient de calculer l'union de E1 et E2, et E1 et E3, E2 et E3. Il reste maintenant à calculer l'union de E1, E2 et E3. Donc, comment on va faire? Je vais écrire ici en bas, sans passer par les détails. Donc, on vous demande de calculer E1, union E2, union E3. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez que l'union est associative. Associative, ça veut dire je peux. Voilà, donc en fait, on m'a dit, donc ce qu'on va faire, regardez par exemple, je peux commencer par calculer dans un premier temps E2 union E3. Et ensuite calculer le résultat, l'union du résultat avec E1. Mais qu'est-ce qu'on sait selon la question précédente? Quelle est la valeur de E1 union E3? Oméga. Oméga. C'est oméga. Donc en fait, ceci revient à écrire E1 union oméga. Et lorsqu'on va... quelle est l'union? Lorsqu'on va ajouter à oméga un élément qui lui appartient, qu'est-ce qu'on va obtenir finalement? Oméga. Oméga, parce que c'est comme si on n'a rien ajouté. C'est déjà l'ensemble total. Donc, même si on ajoute quelque chose, on va obtenir simplement oméga. Et c'est une propriété, donc je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure. Donc, union, si je reprends ici l'union des ensembles, l'union des ensembles, voilà, donc vous avez ici A, c'est un élément de oméga. Si vous calculez l'union de A avec oméga, ben, le résultat c'est simplement oméga. Ça fait, est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des difficultés? Non, c'est clair, monsieur. Oui, c'est clair. Voilà, donc on va s'arrêter à ce niveau. Donc les deux documents sont disponibles sur ma page Facebook. Je vais arrêter l'enregistrement et le partager également et sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous êtes à peine 27. N'hésitez pas à partager l'information avec vos camarades pour qu'ils nous rejoignent la prochaine fois. Ça fait D'accord. D'accord. donc la prochaine fois aura lieu donc mardi à 10h. Donc je vais reprogrammer la visioconférence. Donc dorénavant, on fera 2 séances. Une mardi de 10h à midi et une deuxième jeudi de 10h à midi. Ça fait? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc on se donne rendez-vous mardi à 10h. Oui, monsieur.